Donc, je vais vous parler de cet observatoire de Drex-Bléone, qui est un observatoire de l'érosion. C'est une présentation que j'ai préparée avec Cédric Legoutte, qui est mon collègue qui est responsable avec moi de cet observatoire, avec des ajouts, des compléments de Sébastien Clotte, Nicole Mathis, qui sont des personnes très impliquées depuis longtemps sur ce site. Et puis j'ai laissé 3 petits points, parce que comme c'est un site qui est ancien, vous allez voir, il y a eu des tonnes de contributions de différentes personnes qui sont intervenues dessus. Alors là, c'est dans l'autre sens. Alors, déjà, où se situe l'observatoire Drex-Bléone? C'est pas très loin d'ici, comme l'a précisé Jérôme. Nous, on est un petit peu au nord-est de cette petite image. Donc, l'observatoire, il est en rive droite et en rive gauche de la rivière Bléone, qui est un affluent de la Durance, juste à l'amont de Digne. Donc, en bas de l'image, est-ce que j'arrive à me servir de ça? Je sais pas très bien comment est-ce qu'on fait pour... C'est pas grave. En bas de l'image, il y a la ville de Digne. Et donc, en rive gauche de Digne, il y a le site de l'observatoire qui s'appelle le site de Drex, qui est le site le plus ancien, qui date du début des années 80. Même plus simple. Hein. Oui, mais je suis bête des fois. D'être ingénieur. Ouais, mais justement, voilà. Parfois, on oublie ses neurones. Et en rive droite, le site du Galabre, qui est un site de bassin un petit peu plus grand, qui a été instrumenté à partir des années 2008. Donc le site de Drex, c'est un site qui est situé quasiment exclusivement sur des marnes noires, des terres noires avec une très forte érosivité, et plutôt des petits bassins versants, la plupart inférieurs au kilomètre carré. Et le site du Galabre, qui est le site en rive droite, c'est des bassins plus grands qui font quelques dizaines de kilomètres carrés, et avec une lithologie plus diversifiée, essentiellement du sédimentaire, un peu typique des Préalpes du Sud. Le climat de cet observatoire, c'est un mélange d'influences montagnardes et méditerranéennes. Donc, le pluviométrie qui est essentiellement concentré sur le printemps et l'automne, avec des orages intenses quand même en fin de printemps-été. Et puis, des hivers qui sont quand même rigoureux, avec notamment des processus de gel qui sont très actifs. Et c'est un observatoire un petit peu comme on l'a dit hier, qui fait partie des observatoires peu anthropisés. Donc, il y a un usage des sols qui est limité à un petit peu de pâturage sur le site du Galabre. Et globalement, pas beaucoup d'usage humain, en tout cas aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui parce que donc, je vais remonter un petit peu en arrière pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé d'étudier l'érosion sur ces terrains. Donc, à la fin du 19e siècle, c'était des régions qui étaient plus habitées qu'aujourd'hui. Il y avait en fait, du Moyen Âge plutôt jusqu'au 19e siècle. Et donc, il y avait une très forte pression sur la forêt, avec beaucoup de coupes pour du bois de chauffage, beaucoup de pâturage. Ce qui fait que ces régions de moyenne montagne du sud de la France, elles ont été assez rapidement déboisées. Et il y a eu des phénomènes d'érosion très intenses, la roche mise à nu, une grande perte de la ressource en sol, et qui ont mené aussi à des crues torrentielles de plus en plus fréquentes, de plus en plus chargées en sédiments. Donc vous voyez la photo de gauche, c'est Fressinière, là dans les Hautes-Alpes. Et cette photo, elle vous rappelle peut-être une photo qu'on voit en grand dans la salle des curiosités derrière nous, où il y a des photos d'autres coins de la région, avec des pentes très déboisées à cette époque-là. Et face à toutes ces problématiques liées à l'érosion, il y a eu une politique volontariste de reforestation, donc restauration des terrains de montagne, qui a été mise en œuvre à partir de 1860. Donc politique qui a consisté d'une part à stabiliser les lits des torrents, avec des ouvrages de génie civil, et puis à reboiser les versants via des achats fonciers. Et entre 1860 et la Première Guerre mondiale, il y a plus de 100 000 hectares de forêts qui ont été reboisés dans le sud de la France, avec cette politique de restauration des terrains de montagne. Donc à droite, c'est l'image de la même pente 60 ans plus tard, après le reboisement à Fressinière. Il y a donc le même genre de photos sur la salle à côté. Et c'est ce qui s'est passé dans la région. Donc après toute cette opération, on s'est peut-être dit, l'érosion, ça y est, on a résolu le problème. Mais milieu du XXe siècle, donc arrive la période des gros investissements et développement des ouvrages hydrauliques, qu'il s'agisse d'ouvrages pour l'irrigation ou pour l'électricité. Et là, en fait, on se rend compte assez rapidement que les ouvrages, ils se remplissent de sédiments et l'érosion, elle est toujours là. Donc, je vous ai mis la photo du réservoir du Seignon à la Motte du Caire. C'est un réservoir de 180 000 m3 qui a été creusé en 1962. Et en fait, en moins de 20 ans, il était plein. Il ne pouvait plus servir à rien. Donc, il y a vraiment eu un renouveau de la question de l'érosion à cette période-là. Et puis, un petit peu plus tard aussi, des questions plutôt liées à l'écologie des cours d'eau et des masses d'eau en général, avec des obligations de ne pas apporter trop de sédiments fins dans les temps de berre. Typiquement,
le canal de Durance et tous les ouvrages EDF qui transfèrent l'eau vers l'aval avaient des obligations de ne pas apporter trop de sédiments fins pour ne pas perturber les milieux naturels, qui étaient déjà plus très naturels d'ailleurs. Donc cette question de l'érosion, elle était assez prégnante à ce moment-là. Et tout ça, ça a mené alors le CEMAGREF à l'époque, qui est l'ancêtre d'IRSTEA et d'INRAE, et le RTM, donc le service de restauration de terrain des montagnes dédié à l'ONF, à s'associer pour créer en 1983 un observatoire de l'érosion en montagne, avec les questions suivantes. Combien d'érosion est-ce que des zones dégradées comme celle-ci sont-elles encore capables de produire? Et puis avec quelle temporalité? Est-ce qu'on peut prédire cette érosion? Et si on veut la prédire, en fait, on a peut-être besoin de comprendre comment elle se produit, donc quels sont les processus qui sont à l'origine de l'érosion. Et enfin, est-ce qu'on peut la réduire? Donc est-ce que les travaux RTM ont été efficaces? Est-ce qu'il y a d'autres manières de lutter contre l'érosion, peut-être à moindre coût? Donc cet observatoire, en fait, il a été créé en équipant un certain nombre de petits bassins versants pour le suivi des flux hydrosédimentaires sur des terres noires, donc des marnes noires, des petits bassins globalement dévégalisés, enfin dénudés comme ceux qu'on voit sur les photos, et avec un bassin témoin, qui était le bassin du Bruquet, qui lui avait été reboisé dans les opérations RTM. Donc un petit résumé de l'histoire de l'observatoire depuis les années 80. Donc je vous ai dit qu'en 83, on a commencé à instrumenter les petits bassins du côté du site Drex, donc des bassins de moins d'1 km². Et puis, il y a eu progressivement un élargissement de l'observatoire vers des échelles spatiales plus importantes, avec en 2008, par exemple, l'instrumentation et l'équipement de bassins dits de méso-échelle, c'est-à-dire les quelques dizaines de kilomètres². Et puis aussi un élargissement de questions qui étaient un petit peu opérationnelles au départ vers des questions de recherche plus diversifiées. Donc je vous ai indiqué la date de la création du GIS Drex, qui est un rassemblement de différentes équipes de recherche avec des thématiques un petit peu variées autour de ce site. Et ensuite l'intégration dans différents réseaux jusqu'en 2021, dont OSCAR bien sûr, jusqu'à la labellisation de cet observatoire comme système national d'observation par l'INSU, qui atteste un petit peu de l'intérêt de continuer à mesurer sur le long terme ce qui se passe sur ces sites. Alors, du coup, dans cet exposé, je vais aborder quelques points pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur cet observatoire et puis comment les questions de recherche ont un petit peu évolué au cours de l'histoire, avec d'abord des questions juste de quantification de l'érosion, et puis ensuite des questions plus ciblées sur les processus. Finalement, une fois qu'on est capable de dire combien d'érosion se produit, de mieux comprendre, essayer de mieux comprendre pourquoi. Ces questions, elles nous ont amené ensuite à regarder le devenir des sédiments produits par des petits bassins, ce qui explique l'élargissement vers de plus grandes échelles. Et ensuite, j'ai deux petits focus un petit peu plus récents sur les liens entre l'érosion et la végétation, et puis des petits développements plus récents qui sont en train de se faire sur aussi les liens entre l'érosion et l'altération. Donc quantifier l'érosion. J'ai un petit slide d'abord pour reprendre quelques définitions pour qu'on parle à peu près de la même chose, sachant qu'il y a parfois des mots qui sont utilisés avec des significations un peu différentes selon les communautés. Donc ici j'ai une petite montagne et d'abord on va regarder le petit profil vertical gris. Donc une petite image que Jérôme tu dois connaître. Pour expliquer qu'est-ce qui se passe si on regarde un petit peu en profondeur, on a de la roche saine, puis quand on remonte vers la surface, une roche fracturée puis altérée. Et les processus d'altération physique et chimique sont tels que, proche de la surface, on a quelque chose qui est soit un sol, soit un régolithe, qui est une matière désagrégée. Et ça, c'est la ressource qui est mobilisable pour l'érosion. Donc l'érosion, ma petite flèche orange, c'est un flux de matière latérale qui va déplacer la matière désagrégée de la surface, en fait. Cette érosion, elle peut être causée par l'eau, le vent, la glace, les activités humaines, la gravité. Et sur les sites qu'on étudie, c'est essentiellement l'eau qui est le moteur de l'érosion. On a aussi des processus chimiques au cours de l'altération qui peuvent libérer des éléments et qui vont se retrouver souvent dans l'eau. Donc j'ai aussi une petite flèche qui est le flux dissous, qui historiquement on étudie beaucoup moins à Drex, mais qui peut avoir de l'importance quand même. Et donc ces matériaux là, qui sont érodés, ils vont être ensuite transportés par les cours d'eau. Et donc si je regarde un petit peu plus loin mon petit rectangle bleu dans une rivière pérenne, comment ils sont transportés? Il peut y avoir des matériaux qui sont transportés plus proches du fond, donc les particules grossières, on dit qu'elles sont transportées par un charriage.
Donc ça peut être des roulements, des saltations, elles restent à proximité du fond. Et les matériaux les plus fins, qui sont assez petits pour que la turbulence de l'écoulement puisse les maintenir en suspension, eux sont transportés en suspension. Je fais cette distinction ici parce qu'elle est importante ensuite pour la mesure. On ne peut pas mesurer de la même façon les matériaux qui sont près du lit de ceux qui sont en suspension dans la colonne d'eau. Alors comment est-ce qu'on mesure l'érosion ? C'est un transparent tout bête, mais c'est pour vous rappeler qu'ici on utilise des mesures de bassin versant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des mesures d'érosion ponctuelles en un endroit où on mettrait un petit mètre et puis où on mesurerait comment évolue la surface. On fait des mesures à l'exutoire d'un bassin. Et de même façon qu'en hydrologie, on va considérer que tout le ruissellement est collecté par l'exutoire d'un bassin versant, en excluant le cas des bassins un petit peu compliqués, karstiques, etc. Et bien, puisque c'est le ruissellement qui va bouger les sédiments, on va avoir tous les sédiments érodés sur un bassin qui vont finir par transiter par son exutoire. Et donc en faisant des mesures à l'exutoire des flux sédimentaires, on peut obtenir un flux qu'on peut rapporter à la surface de production. Donc on a soit des flux en tonnes par kilomètre carré par année, par exemple, ou on peut rapporter des millimètres par an d'érosion sur les versants. Donc c'est une grandeur qu'on intègre à l'échelle du bassin versant. Donc pour mesurer ça, on a besoin de stations hydrosédimentaires. Et dans le cadre de notre observatoire, petite diapo que j'ai mis tout à l'heure, chaque point rouge, c'est une station hydrosédimentaire. Il y en a 9 sur l'observatoire Drex-Belleone, sur lesquelles sont mesurées soit certaines, soit toutes les variables dont je vais vous parler ensuite. Donc la première chose qu'on mesure sur une station hydrosédimentaire sont les débits. Pour mesurer des débits, en fait, dans la pratique, on mesure des hauteurs d'eau. On a toute une série de capteurs qui peuvent exister pour mesurer des hauteurs d'eau. Et ensuite, on doit relier ces hauteurs d'eau à un débit. Alors, pour une section de rivière dont la géométrie ne varie pas, il y a une relation univoque entre hauteur d'eau et débit. Et dans une section naturelle, l'idée, c'est qu'il faut d'abord établir cette relation, qu'on appelle une courbe de tarage, en faisant un certain nombre de mesures simultanées de débit et de hauteur d'eau. Donc là, il y a l'exemple, par exemple, de la courbe de tarage pour la station du Galabramont. Une fois qu'on a établi cette relation, on peut s'en servir ensuite pour obtenir les débits en ne mesurant plus que la hauteur d'eau. Une difficulté à garder en mémoire pour des stations naturelles, c'est que cette relation de tarage, elle n'est valable que si la section de mesure ne varie pas. Donc dans des sites où il y a des dépôts de sédiments, par exemple dans le fond du lit, c'est très compliqué de maintenir une relation de tarage. Enfin, il faut refaire ces mesures de tarage régulièrement pour avoir une estimation correcte des débits. Donc l'alternative à ça, c'est les stations autojaugées. Là, je vous mets l'exemple du canal Parchal du bassin du Laval à Drex. Donc c'est une station en génie civil qui a une géométrie exacte, construite selon un modèle bien connu pour lequel on sait que la relation entre hauteur d'eau et débit, elle suit une relation connue. Ça c'est très bien tant qu'on ne déborde pas. Donc dès que la quantité d'eau, le débit est trop important et qu'on sort de cette section, on a encore des problèmes de mesure. Donc deuxième chose qu'on veut mesurer, pour mesurer les flux de sédiments, on va mesurer les concentrations en matière en suspension. Donc là on s'intéresse aux sédiments fins. Pour mesurer ces concentrations, la première façon de procéder, c'est de faire des prélèvements. On prélève de l'eau, comme vous avez fait hier pour la chimie par exemple. Et on a des dispositifs qui sont des préleveurs automatiques qui permettent avec une petite pompe de remplir un certain nombre de flacons dès qu'on le souhaite. Et la plupart du temps, c'est commandé par exemple la hauteur d'eau. Donc quand il y a une crue, on va avoir ce système qui va prélever des petites quantités d'eau, des flacons d'eau. Et en haut, par exemple, vous avez une image de ces flacons après une crue bien chargée au Laval. Donc on laisse décanter, on sèche, on pèse et ça donne une information sur la concentration en matière en suspension dans l'écoulement. Cette mesure, elle est intéressante parce qu'elle est assez robuste. On mesure vraiment une concentration et vraiment la concentration de l'écoulement là où on a prélevé. Par contre, c'est une mesure qui est ponctuelle dans le temps. Même si on arrive à prélever 12-24 flacons sur une crue, on n'a pas une information très continue. Donc l'alternative, ou plutôt le complément de ça, c'est les mesures de turbinimétrie. Donc on a des instruments qui s'appellent des turbinimètres, qui sont des instruments optiques, qui regardent comment une lumière est diffusée, rétrodiffusée dans l'écoulement par la présence de particules. Et on peut ensuite essayer de trouver une relation de calibration entre la valeur mesurée par cet instrument et la concentration. Donc je vous montre sur cette image le graphique à gauche, là par exemple, cette relation qui a été faite pour un grand nombre de prélèvements
avec des mesures de prélèvement en ordonnée, et puis en abscisse la tension du turbinimètre, donc la valeur qui ressort du turbinimètre de la roubine. Tous les petits points bleus, c'est toutes les mesures. Donc on voit que c'est une certaine tendance, mais il y a quand même pas mal de bruit. Et si on cherche une relation de calibration, c'est le trait bleu entre toutes les mesures. Cet instrument, il a aussi été talonné au laboratoire pour des particules de taille différentes. Donc on voit que la réponse de l'instrument, elle dépend de la taille des particules. On a un petit trait, je ne sais pas si vous le voyez, gris et un petit trait rouge pour de tailles de particules différentes. Donc il y a déjà une certaine dépendance à la taille qui fait que l'information, elle n'est pas complètement exacte. Et puis, dernière chose, j'ai mis un exemple de crue, c'est les points bleus foncés, on voit que la tendance pour cette crue en particulier, ce n'est pas exactement la même que la tendance générale. Donc dans la pratique, ce qu'on fait sur notre observatoire, c'est que les stations, elles sont toutes équipées de préleveurs et de turbidimètres. Et pour quasiment chaque crue, on doit refaire cette relation de calibration entre les prélèvements et les données de turbidimétrie pour pouvoir ensuite utiliser la donnée de turbidimétrie. Donc c'est une calibration qui est un petit peu longue et ça veut dire aussi beaucoup de travail d'analyse, de critique de la donnée à l'échelle de la crue. Mais une fois qu'on a ça, si on fait l'hypothèse assez réaliste, que les matières en suspension sont réparties de façon homogène dans l'écoulement, on peut obtenir les flux de matière en suspension en multipliant simplement la concentration par le débit. Donc l'information qu'on souhaitait sur les flux de matière en suspension. Deuxième mode de transport des sédiments, c'est le transport par charriage pour les sédiments grossiers. Ça, c'est une mesure qui est moins fréquente, une mesure qui est faite depuis quasiment les origines sur les petits bassins de Drex. Et la façon dont on procède, c'est qu'on a des plages de dépôt. Donc sur l'image en haut à droite, vous voyez que l'écoulement arrive par la droite à la station. Il y a une plage de dépôt qui est une grande zone avec une pente faible et fermée par une grille dans laquelle les sédiments grossiers se déposent. Et puis l'eau chargée en sédiments fins, elle passe à travers la grille et puis elle rejoint le reste de la station que je vous ai présenté juste avant. Alors après chaque crue, on peut venir sur cette plage de dépôt, faire des mesures de topographie avec un théodolite ou autre système et donc représenter la topographie de la surface. Et par soustraction, on a les volumes déposés à l'échelle de la crue. Donc ça nécessite quand même que la plage de dépôt soit toujours vide ou suffisamment vide pour avoir la place de stocker tout ce qui va être apporté par un événement. Et voilà, comme vous voyez, c'est un gros dispositif, c'est une plage qui fait 1500 mètres cubes. Donc on ne la cure pas à la pelle, ça veut dire que les curages, ça nécessite des ententes de chantier et c'est un coût assez important pour l'observatoire. Voilà. Donc cette information sur les volumes charriés, c'est une information qu'on a à l'échelle de la crue. Si on veut une information un petit peu plus résolue, pour savoir ce qui se passe au cours de la crue, quand débute par exemple le transport de charriage et quand est-ce que survient le pic, il y a un dispositif qui a été mis en place sur le bassin du moulin. C'est une trappe, donc vous voyez à gauche une sorte de cuve en métal qui est insérée dans le lit du torrent, qui est fermée par un couvercle en métal dans lequel il y a une petite fente. Et quand le torrent commence à couler et à emmener des sédiments, les cailloux ils tombent dans cette petite fente. Et sous cette cuve, il y a une sorte de balance qui pèse en continu les sédiments à mesure qu'ils se déposent dans la cuve. Et ce dispositif, il permet d'avoir une information plus précise et plus résolue dans le temps du flux de sédiments charriés. Par contre, les volumes étant importants, en fait, la cuve se remplit rapidement. Donc en général, on arrive à avoir les 10 premières minutes de la crue, puis ensuite, il faut venir vider la trappe. Donc je vous ai présenté à peu près les dispositifs permettant de mesurer les flux sédimentaires. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on a obtenu comme information sur l'intensité du transport solide sur ces terrains? Alors déjà, les concentrations qui ont été mesurées, elles peuvent être très importantes sur ces sites. Donc je vous ai mis jusqu'à 800 grammes par litre sur le torrent du Laval, jusqu'à 400 grammes par litre sur le bassin plus grand du Galabre. Et on voit pas du tout les traits gris, c'est bien dommage. Donc le petit graphique au milieu, là, en fait, il montre toute la distribution des concentrations de matière en suspension obtenues sur tous les bassins d'Oscar qui font cette mesure. Et si vous me croyez sur parole, tous les autres bassins, ils sont pas mal à gauche, et les traits verts et rouges qui représentent le Laval et le Galabre, c'est ceux qui sont les plus à droite du paquet de traits. Donc on a vraiment des bassins qui sont très productifs en matière en suspension. Les exports annuels qui sont mesurés, en fait, ils sont de l'ordre de 15 000 tonnes par kilomètre carré pour le Laval et un peu moins, 650 tonnes pour le Galabre. Donc ce qui veut dire, si on rapporte ça à la surface, de l'ordre de 6 mm par an au Laval. Alors il y a des gens qui travaillent dans d'autres sites, c'est des ordres de grandeur qu'on retrouve dans des endroits comme Taïwan,
où il y a une tectonique super active, où il y a un climat avec des moussons, etc. Donc globalement des contraintes érosives qui sembleraient beaucoup plus fortes, mais ici on a des ordres de grandeur d'érosion à peu près similaires. On a aussi pu mesurer, grâce à ces données, que les Badlands de terre noire, donc qui recouvrent à peu près 0,2% de la surface du Rhône, du bassin du Rhône dans son entièreté, ils sont quand même responsables de 14% des flux de sédiments que le Rhône apporte à la Méditerranée. Donc ça justifie un petit peu aussi l'intérêt des gestionnaires de s'intéresser à ces terrains. Si on peut faire quelque chose pour y réduire l'érosion, ça peut intéresser les gestionnaires plus loin. Et finalement, les mesures sur les tout petits bassins de Drex, qui ont des dimensions croissantes, alors on a la Roubine qui fait 0,1 hectare jusqu'au Laval qui fait presque 100 hectares, elles ont aussi montré que si on regardait les proportions respectives de matière transportée en charriage et en suspension, c'est plus l'échelle est grande, en fait, plus la matière est transportée en suspension. Pour la Roubine, on a 80% des matériaux qui sont du charriage, et pour le Laval, c'est le contraire. Ça suggère qu'il y ait un affinement granulométrique des matériaux entre les petites et les plus grandes échelles. Et il y a différentes hypothèses qui ont été émises, qu'il s'agisse de fragmentation des matériaux pendant qu'ils sont transportés dans les crues, ou simplement comme vous avez vu, c'est des matériaux qui ressemblent à ce qui était hier sur le glissement de la Valette. Le simple fait de rester exposé dans les lits pendant un petit peu de temps entre les crues peut aussi conduire à une dégradation de ces particules sous l'effet de différents processus. Deuxième question, c'était la répartition temporelle de ces exports au solide au cours du temps. Donc pareil, on ne voit pas les petits traits gris. On voit ici sur ce graphique, c'est le pourcentage de masse de transport solide qui passe en fonction un certain pourcentage de temps en abscisse. Donc par exemple, si vous prenez le trait rouge, on voit qu'on intersecte à 80%, à peu près 80% de la masse, elle est exportée pendant 0,1% du temps sur l'année. Donc ça veut dire que c'est un transport qui est très intermittent et que c'est donc très important de bien mesurer ce qui se passe pendant les crues, qui sont des crues éclairs. Il ne faut pas rater le flux de sédiments qui passe pendant 0,1% de l'année, sinon on a tout raté. Ça avait quand même une sacrée contrainte sur les dispositifs expérimentaux qui doivent être vraiment robustes aux fortes crues. Deuxième chose, on a un transport qui est saisonnier. Et cette saisonnalité, on ne peut pas l'avoir forcément très bien sur 1 ou 2 années de mesure, mais ça émerge quand on a des longues chroniques. On a vraiment un transport qui est concentré sur 2 périodes, le mois de juin, en gros mai-juin, et puis l'automne. Là, je vous mets l'exemple de la distribution des exports solides en fonction des mois au Laval, mais on a à peu près le même pattern sur des bassins plus grands du Galabre. Alors du coup, une boîte comme ça, là, en fait, c'est tous les... Alors là, on est sur des exports mensuels, mais donc en fait, ce graphique, il est fait à partir de quinzaine ou vingtaine d'années. Donc on prend tous les points, par exemple, des exports mensuels du mois de juin, donc on va dire 15 points, et ensuite la boîte, elle représente comment ces points se répartissent. Donc le haut de la boîte, c'est 25%, les 25% les plus hauts des points, le bas de la boîte, 75%, le petit trait blanc, c'est la médiane. Donc on a 50% des mois de juin qui sont au-dessus, 50% des mois de juin qui sont en dessous. Et les petits points noirs, c'est les points, les outliers, les points qui sont vraiment au-delà de ce qu'on a mis dans les boîtes. Voilà. Et donc si on suit aussi ces bassins pendant de nombreuses années, on voit qu'il y a aussi une variabilité interannuelle qui est très élevée. Ici, vous avez les exports annuels au Laval. On passe de 5 à 25 au maximum kilotonnes par an. Donc on a un facteur 5 entre les années les moins productives et les plus productives. Et donc toute cette variabilité, interannuelle, intra-annuelle, ça pose des questions sur les processus qui expliquent pourquoi on n'a pas toujours la même chose. C'est une des hypothèses de Sébastien. Alors, on a surtout la pression d'une cyclicité. Le premier truc, je pense, qui ressort sur cette variabilité interannuelle, c'est des cycles. Ouais, exactement. Et donc ça, il y a des gens qui travaillent plutôt sur les cycles de climat liés aux oscillations nord-atlantiques, qui pensent que c'est un petit peu lié à ça. Donc ça, c'est une cyclicité qu'on peut voir aussi dans les précipitations. Mais tu as raison, il y a aussi une petite tendance. Alors, il faudrait faire des tests statistiques pour savoir si c'est vraiment significatif, mais il y a une petite tendance. Qu'on ne voit pas sur tous les bassins, qu'on voit sur le Laval, mais qu'on ne voit pas forcément sur d'autres bassins.
Alors, la question initiale, un petit peu, c'était, OK, est-ce qu'on peut quantifier ces flux, puis est-ce qu'on pourrait les prédire, parce que ça nous arrangerait bien de savoir combien de sédiments vont arriver à notre barrage pour laisser passer les crues les plus chargées, par exemple. Pour prédire ces flux, on a tenté différentes approches de modélisation. Là, je vous en montre deux. Une un petit peu ancienne, du début des années 2000, qui s'appelait donc le modèle ETC, érosion des torrents en crue. C'est un modèle semi-distribué où on représentait les drains, ici, qui s'appellent BF1, BF2, BF3, BF4, avec pas mal de précisions sur la description du transport de sédiments dans les drains. Quand est-ce qu'ils se déposent, comment est-ce que ça modifie la pente du lit. Et par contre, les sous-bassins versants, qui s'appellent SB1, SB2, etc., c'était en gros les zones de production, dont la quantité de sédiments produits, elle était calculée de façon un petit peu calibrée sur des mesures faites sur le plus petit bassin de la Roupine. Un modèle comme celui-ci, en fait, il fonctionnait pas mal à l'échelle événementielle. On rendait compte assez bien des flux pour une crue, mais ça nécessitait, en gros, d'avoir rentré les bonnes valeurs pour la production des versants. Donc, c'était pas encore un modèle complet qui permettait de bien décrire ce qui se passait sur le site. C'était plutôt un modèle de transfert dans les lits, en fait. Et puis, un modèle plus récent, ici, qui date de la thèse de Florent en 2018. Donc, c'est le modèle Télémac Sisyphe développé à EDF, maintenant ça s'appelle Télémac Gaia, qui était un petit peu modifié pour être appliqué sur des bassins versants raides et qui intégrait dans les drains amont une description de processus d'érosion plutôt gravitaire, type petite lave torrentielle, et puis un transport de sédiments plutôt fluvial, entraîné par contrainte de cisaillement dans les lits des drains principaux. Et là, c'est un exemple de l'évolution des fonds de lit après une crue d'orage. Et là où c'est bleu, en fait, dans les petites ravines amont, il y a eu de l'érosion, donc les processus gravitaires, ils ont été forts. Et là où c'est rouge, dans les drains un peu au milieu de l'image, il y a eu du dépôt. Donc en fait, ces petites laves torrentielles, elles ont amené des particules sédimentaires qui se sont déposées dans les lits. Et le transport fluvial, il n'a pas été suffisamment actif pour être capable de propager ces sédiments jusqu'à l'exutoire. Donc c'est un exemple d'épisode pour lequel le modèle rend à peu près bien compte de ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire la mobilisation des versants et des dépôts dans les lits pour des crues de printemps qui n'ont pas forcément la quantité de pluie suffisante pour exporter jusqu'à l'exutoire les sédiments mobilisés. Néanmoins, ça reste encore assez simplifié sur la façon de décrire ce qui se passe sur les versants. On décrit juste les petites laves torrentielles dans les ravines. Et donc, ces exemples de modélisation, ils mettent quand même en évidence qu'on ne décrit pas encore très précisément les processus de versant. Donc, ça m'amène un petit peu à ma deuxième partie, qui sont l'étude plus détaillée des processus et des facteurs de l'érosion. Alors, les facteurs de contrôle de l'érosion, la première chose à laquelle on pense, c'est la pluie. Donc là, je vous ai parlé de bassins sur lesquels on étudie l'érosion hydrique. Donc, la pluie, c'est à la fois le moteur du détachement. On parle d'effet splash, quand une goutte d'eau, elle tape sur des sédiments et elle les met en mouvement, ou au moins les détache de leur substrat. Et puis c'est aussi la pluie qui génère des débits, et les débits qui sont le moteur du transport chaînalisé de particules. Donc pour quantifier l'effet de la pluie sur les versants, il y a des expériences de simulation de pluie qui ont été réalisées au début des années 2000. Vous voyez des petites photos ici, des placettes de 1 mètre carré, au-dessus desquelles on installe une sorte de douche. Et puis, on contrôle l'intensité et les quantités de pluie qu'on fait tomber sur la placette et on mesure qu'est-ce qui ruisselle et quelles quantités de sédiments sont exportés par les placettes. Ces expériences, elles ont principalement mis en avant le rôle de l'intensité de pluie sur la capacité de ruissellement et surtout de transport de matière en suspension. Elles ont aussi montré qu'il y avait un pic de matière en suspension au tout début d'épisode, qui indiquait qu'il y avait une disponibilité en sédiments qui était quand même assez forte. Et elles ont aussi montré qu'il y avait une saisonnalité, un impact de la saison sur la réponse, qui pouvait être attribué soit à un état initial de saturation du sol qui était différent, donc une réponse hydrologique un petit peu différente, soit à un état de disponibilité sédimentaire qui était potentiellement différent suivant la saison. Et une deuxième étude que je vous montre concernant la pluie, ici, c'est des études qui sont faites, chaque petit point sur ce diagramme, il représente une crue au Laval. Et les points verts, c'est les crues pour lesquelles il y a eu du transport de sédiments. Donc en ordonnée, on a l'intensité de la pluie, en abscisse, on a la durée. Et en fait, quand on représente ainsi les événements de crue, on se rend compte qu'on peut assez bien tirer une droite au-delà de laquelle on pourrait prédire, avec peu de chances de se tromper, que les événements vont produire ces sédiments. Donc la pluie, elle a quand même un certain pouvoir explicatif du transport de sédiments sur ces bassins.
Au-delà de la pluie, il y a les débits. Alors les débits, c'est un petit peu moins évident. Ici, il y a l'exemple du Galabre. On voit encore pas très bien mes images. Mais on va regarder le graphique principal à droite. Et là, c'est le flux de sédiments en suspension mesure au Galabre en fonction du débit maximum de la crue. Donc chaque point, c'est une crue. Et voilà, on voit que le débit maximum, c'est un indicateur pas idiot du flux de sédiments. Le débit moyen d'une crue, ça marche pas du tout. Mais donc le débit maximum, ça a aussi quelque chose qui peut être quand même pas totalement décorrélé des intensités de pluie qu'on a vues précédemment. Un point que j'aurais voulu aborder, mais que j'ai pas traité ici, c'est comment la pluie se transforme en débit. Et il y a pas mal de travaux qui ont été faits dans les années 2000 sur l'observatoire Drexbillon pour regarder ça plus en détail, les chemins de l'eau dans la Marne et dans les versants. Donc voilà, ce sera un exposé plus tard, on va dire. Mais donc, je reviens à la pluie. La pluie n'explique pas tout. Alors, ici, ces diagrammes, ils montrent, chaque point, c'est les moyennes mensuelles d'export de sédiments, en fonction soit de la pluie mensuelle en haut, soit de l'intensité de pluie mensuelle en bas. Et si la pluie suffisait à expliquer les exports de sédiments, on aurait une courbe unique, et tous ces points, ils seraient bien alignés. Là, ils ne sont pas du tout bien alignés, et en fait, si on regarde celui du bas, alors je me concentre sur celui du bas parce qu'on a vu que les intensités de pluie étaient un peu plus explicatives, on a une boucle, qu'on appelle une boucle d'hystérèse. On voit qu'en début de saison, quand on arrive jusqu'au point jaune tout en haut, là, c'est le mois de juin, et pour une certaine intensité de pluie, on est capable de produire beaucoup de sédiments. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, donc on continue sur les points orange, rouge, puis violet, on a toujours des intensités de pluie élevées, mais on est capable de produire de moins en moins de sédiments. Ça nous suggère que c'est plus la quantité de pluie qui contrôle la quantité de sédiments exportés, mais c'est peut-être une ressource qui est moins disponible. On est en train d'épuiser peut-être un stock de ressources pour l'érosion. Et du coup, je fais un petit aparté ici sur ce concept de régime de transport, transport limited ou supply limited, qui est pas mal utilisé en géomorphologie, où si on considère qu'on a une capacité de transport, que ce soit la pluie ou un débit, en gros l'agent moteur de l'érosion, qui est forte, donc la petite croix plus à droite là, mais qu'on a une ressource en érosion qui est assez limitée, là on va avoir un export, un flux qui va être faible et surtout dont la valeur va être contrôlée par les variations de la ressource, du supply. Et à l'inverse, si on a une capacité de transport de pluie qui est faible et toute la ressource qu'on veut, là on aura encore un export faible, mais il sera contrôlé par les variations de la capacité de transport, de la pluie. Donc un tout petit peu plus de pluie donnera une réponse d'un petit peu plus de sédiments. Donc ici, dans notre relation entre les exports de sédiments et les pluies, on a l'impression qu'en début d'année, ce sont vraiment les variations de pluie qui contraignent les variations d'export sédimentaire. Donc on est plutôt dans un régime transport limited. Et puis en fin d'année, la pluie, elle a beau varier, en fait, il n'y a plus beaucoup d'augmentation ou de diminution du flux, et on est plutôt dans un régime supply limited, où ce qui contrôle les exports, c'est la disponibilité des sédiments. Donc tout ça, ça nous amène à nous intéresser à un autre facteur de contrôle de l'érosion très important, c'est la ressource en sédiments. Et donc d'où viennent les sédiments? Alors je reviens au petit graphique du début. On a dit que l'érosion, c'était un transport latéral de la partie la plus de surface de cette colonne d'altération. Donc la partie la plus désagrégée du sol et du régolithe. Et donc ça nous intéresse en fait de la caractériser, de savoir quelle est l'épaisseur de cette partie de régolithe désagrégée pour avoir une idée de la ressource pour l'érosion. Donc le substrat, je crois que je l'ai mentionné au début, c'est des marnes noires. Là je suis sur les petits bassins de Drex, donc c'est que des marnes noires du Jurassique. On a un exemple de profil d'altération, alors qui n'est pas forcément complètement typique, mais qui donne une idée à gauche. Il y a eu un bloc qui s'est détaché dans un glissement, et donc sur le côté de ce bloc, on voit bien la partie plus saine de la marne en bas, et puis la partie altérée en haut. On a fait différents types de mesures sur les marnes noires pour essayer d'avoir une idée de l'épaisseur de cette couche altérée. Donc à gauche, c'est des résultats qui donnent des mesures de granulométrie des particules. Donc on mesure le diamètre médian, le D50, avec des petits prélèvements de plus en plus profonds. On n'arrive pas à aller plus loin que 10 ou 12 cm de profondeur, parce qu'ensuite c'est déjà un petit peu trop compact. Et pour aller plus profond, il y a des mesures qui sont faites avec un pénétromètre dynamique. Donc ça, c'est un instrument, en fait, une tige qu'on essaye d'enfoncer dans le sol en tapant dessus, avec un dispositif qui mesure la résistance à l'enfoncement et de combien est-ce que s'enfonce la tige à chaque fois qu'il y a un impact. Et, et donc, comment ?
La force est mesurée, en fait. En fait, il y a un système qui mesure de combien il a tapé, en quelque sorte, et de combien ça s'enfonce. Et donc, quand on fait ça, on peut avoir des petits graphiques comme celui qu'on voit ici à droite, qui donnent la résistance à l'enfoncement en fonction de la profondeur. Donc, on voit qu'en surface, sur les premiers centimètres, on a ce qu'on appelle une couverture détritique, dans laquelle la résistance à l'enfoncement elle est très faible. Ensuite, un petit peu plus en profondeur, on a un régolithe, un meubli puis compact, avec une augmentation de la résistance. Et puis, on arrive à un moment où on n'arrive plus à enfoncer le dispositif. Donc là, on considère qu'on a atteint la marne intacte. Alors, intacte, les gens qui étudient les roches, ils vont vous dire ensuite qu'elle n'est pas intacte, elle est fracturée, encore cette marne ici. Mais c'est clairement plus du tout de la ressource pour l'érosion. Et même, je dirais que la ressource pour l'érosion, c'est essentiellement la couverture détritique et les premiers centimètres de profondeur. En dessous, le régolithe, il a une certaine cohésion dans sa forme qui fait que ça ne peut pas partir immédiatement. Ces mesures, elles sont faites de façon ponctuelle. Donc une façon de comprendre si elles varient spatialement, c'est d'utiliser des mesures géophysiques. Et là, c'est un dispositif qui a été déployé avec l'aide de Sylvain Pasquet, le postdoc Oscar spécialiste de la géophysique qui a intervenu sur plein de nos observatoires, en 2018, sur une petite butte de terrain dans le bassin du Moulin, qui a l'intérêt d'être à peu près exposé nord et sud sur ces deux versants. Et donc les résultats qu'on obtient avec des méthodes donc là, de sismique, c'est sur la figure de droite, un petit profil où on voit en blanc, ce sont les vitesses les plus faibles qui correspondent à un matériau peu compact et poreux et avec des propriétés, une résistance mécanique plus faible. Et puis en rouge, les vitesses les plus fortes qui correspondent à un matériau moins altéré, plus compact. Donc on a un contraste ici entre le versant nord et le versant sud, avec globalement des épaisseurs altérées de l'ordre du dizaine de centimètres ou métriques en versant sud. J'ai oublié de le préciser, mais je reviens en arrière un instant. C'était aussi l'ordre de grandeur de ce qu'on voyait ici. C'est-à-dire qu'on avait une cinquantaine de centimètres avant d'atteindre la mare de Seine. Et donc voilà, ici on a quelque chose qui est plus épais en versant sud qu'en versant nord. Ce qui indique que soit les processus d'altération, soit les processus d'érosion, ou les deux d'ailleurs, sont différents en fonction de l'exposition. C'est pas étonnant que ce soit différent ? Alors, au nord, il y a plus de gel-dégel, et après, il y a aussi des questions de... Ah, c'est pas évident. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont les versants sont ombragés ou pas, parce qu'il y a potentiellement plus de gel, mais de dégel, c'est moins certain. Le gel-dégel, c'est des alternances journalières l'hiver. Et puis, je vous montrerai plus tard que c'est pas forcément le gel-dégel, en plus, exactement, le truc qui nous intéresse. Non. Il y a aussi un profil qui a été fait avec une partie végétalisée, mais j'en parle pas ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a la ressource, la question qui se pose, c'est un petit peu comment est-ce qu'elle est transportée dans les bassins. Et là, je vous montre les résultats d'une étude qui a été faite à partir de levées LIDAR. Le LIDAR, c'est un système de scan qui permet de reconstituer très précisément la topographie, l'altitude en chaque point d'une surface. Et du coup, il y a une équipe qui est venue faire des levées LIDAR à intervalles de temps répétés, tous les 2 mois à peu près, sur le petit bassin de la Roubide. Et en soustrayant les modèles de surface qui étaient produits par ces levées, ils étaient capables de dire à chaque période où est-ce qu'il y avait eu de l'érosion, où est-ce qu'il y avait eu du dépôt. Donc ils ont montré que, par exemple, à la fin de l'hiver, on avait observé de l'érosion vraiment dans les hauts versants, et puis pas mal de dépôts dans les drains, ici en bleu. Pourquoi du dépôt dans les drains ? En fait, en hiver, il y a peu de précipitations. Donc, ce qui se passe en hiver, c'est plutôt des processus liés au gel qui vont produire et détacher des matériaux sur les versants. Et puis ensuite, au printemps, il y a des précipitations qui commencent à purger un petit peu ces drains. Donc, c'est rouge dans les drains. Printemps-été, c'est les orages. Et là, on voit qu'on est capable d'arracher de la matière de partout. Il y a de l'érosion et sur les versants et dans les drains. Et puis à l'automne, il y a des pluies plus longues qui terminent de vidanger tout le système. Donc ces mesures, elles ont vraiment mis en évidence un cycle annuel de production de sédiments plutôt l'hiver sur les versants et puis d'export dans le système de drainage au fur et à mesure de l'année. Et donc ça amène à se poser la question de qu'est-ce qui produit les sédiments pendant l'hiver sur les versants.
En fait, qu'est-ce qui crée le régolithe pendant l'hiver sur les versants, qui est cette ressource qui va servir ensuite pour l'érosion? Et il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites dans la littérature, sur différents sites, différentes idéologies, sur ce qui peut être actif. Donc on a parlé du gel-dégel. Il y a des gens qui ont mesuré, par exemple, qu'il y avait plus que 100 cycles gel-dégel par an sur ces bassins versants. Donc comme je vous ai dit que l'hiver, il pouvait faire froid, mais c'est aussi des endroits où il fait souvent beau. Donc très régulièrement, il fait des températures négatives le matin, il peut faire -5, -10 le matin et +10 ou 15 dans la journée. Donc il y a du gel-dégel l'hiver. Et puis il y a d'autres processus un peu liés au gel qui ont été décrits. Ce qui s'appelle frost cracking, généralement dans la littérature, c'est plutôt lié à des gradients de température dans le sol, qui font que quand il y a de la glace qui commence à se former à un endroit, et ben, l'eau qui n'est pas très loin dans le sol, elle va être attirée par cette glace, et la migration de l'eau, en fait, elle va faire aussi craquer la roche. Donc, ce qu'on a fait pour regarder un petit peu plus en détail ces processus, on a d'abord regardé, si vous allez en haut à gauche, le graphique, il montre les exports de sédiments annuels en fonction des pluies intenses. Donc on a juste extrait la contribution des pluies les plus intenses. Et là, il y a quand même une assez bonne relation, 86% qui est expliquée. Donc les pluies intenses à l'échelle interannuelle, c'est un bon facteur d'explication, mais il y a quand même un petit peu de bruit. Et notre hypothèse, c'était que ce bruit il pouvait être lié à la quantité de ressources disponibles, donc au supply, qui lui était le résultat des processus de gel. Donc si on prend les anomalies, les distances entre ces petits points bleus et la droite qui est l'explication par la pluie, et qu'on les représente en fonction d'un certain nombre d'indicateurs des processus hivernaux, c'est le graphique en bas à droite, on voit qu'en fait, cette quantité d'export de sédiments non expliquée par les intensités de pluie, elle est bien expliquée par les intensités de cracking, ici, hivernales. Donc ça démontre un petit peu que les processus hivernaux qui produisent du sédiment, ils peuvent avoir un contrôle sur le flux sédimentaire, au-delà du contrôle de la pluie, c'est un contrôle secondaire, sur l'export sédimentaire annuel. Eh bien, c'est vraiment une question. C'est qu'est-ce qui va se passer si on chauffe, qu'on a un peu moins de gel? On s'attend à ce que cette ressource, elle soit un petit peu plus limitée. Alors, en face de ça, on aura par contre le forçage par la pluie avec des intensités qui sont peut-être plus importantes. Donc, c'est pas évident de savoir comment le système va répondre avec ces deux évolutions. Ah, alors là, c'est une drôle d'unité. C'est des degrés par minute et par centimètre. En gros, c'est des sommes de gradients de température dans le sol. C'est pas une unité qui a beaucoup de sens, mis à part qu'au départ, l'indicateur il était défini comme étant en fonction du gradient. Plus le gradient est intense, plus cette migration d'eau, elle va être forte. Donc, en fait, un indicateur, c'est de sommer ces gradients. Ça, voilà. Alors, ah oui, j'ai fait un petit changement dans l'ordre de mon plan. Je me suis dit que j'allais plutôt parler, donc c'est le 4, mais je ferai le 3 après. J'allais plutôt parler de végétation ici, parce que la végétation, c'est aussi un facteur de contrôle de l'érosion. Et donc, la végétation, c'était une question vraiment originelle de l'Observatoire. Suite à ces reboisements RTM, qu'est-ce qu'on voyait comme effet des boisements sur l'érosion? Donc, c'est pas nous qui avons fait les reboisements, hein. Il date de la fin du 19e. Donc, on a un site qui a vécu avec ce reboisement depuis une centaine d'années, qui est le bassin du Brusquet, et qu'on peut comparer assez facilement au bassin du Laval. C'est tous les deux des sites, donc à des bassins versants d'une taille à peu près équivalente, de l'ordre du kilomètre carré, sur Maneux Noir, avec une morphologie à peu près similaire, le même genre de pente et de réseau de drainage. Les premières approches hydrologiques qui ont été menées, c'est qu'il y a bien une réduction des crues, déjà, liée au reboisement. Donc, il y a très probablement une augmentation de l'infiltration des pluies en début d'épisode, et donc diminution du seuil de ruissellement. On a une forte diminution des débuts de pointe, et un effet donc, de ralentissement, de retard du pic de crue et de ralentissement de la crue. Donc ça, c'est des choses qui sont assez bien montrées sur des terrains végétalisés, avec une composante du coup de subsurface qui est plus importante dans l'écoulement. Et puis on a quand même une diminution des volumes écoulés qui est à peu près de l'ordre de la moitié. Donc même si l'eau s'est infiltrée, on va la récupérer en partie avant l'exutoire du bassin, mais pas totalement, parce qu'il y a une partie d'infiltration profonde peut-être plus importante, parce qu'il y a eu de l'évapotranspiration entre-temps. Et donc, voilà, globalement, l'effet sur l'hydrologie, il est de cet ordre-là. Un facteur 2 pour les volumes d'eau, un facteur 5 pour les débits de pointe. Par contre, si on regarde l'impact sur l'érosion...
Alors, pas quelle que soit l'intensité des pluies, c'est une moyenne, parce que par exemple ici, c'était un orage très intense, et tu vois que le débit de pointe, au Laval, c'est vrai que j'ai pas trop expliqué cette image, mais au Laval, on a un débit de pointe qui est de 20 mètres cubes seconde, et au Brusquet de 200 litres. Donc ici, on a un facteur qui est plutôt de 100, pour une pluie très intense. Mais j'ai pas des études super détaillées en tête sur cette relation en fonction de l'intensité de pluie. Globalement, un facteur 5, c'est une moyenne sur les épisodes. Et puis l'étude en question date de 2005, donc c'était sur une quinzaine d'années de recul, par exemple. Et donc si on regarde l'effet sur l'érosion, en fait il est beaucoup plus important. Vous avez à droite les exports sédimentaires au Laval, et puis en gris, et puis en vert ceux au Brusquet. Et il y a un changement d'échelle, donc vous voyez que ceux au Laval, c'est plutôt de l'ordre de 140 tonnes par kilomètre carré par an, et puis au Brusquet, par hectare par an, pardon, et au Brusquet c'est plutôt de l'ordre de 7. Donc il y a plus que 2 ordres de grandeur de différence. Donc il y a vraiment un effet très fort sur l'érosion, et on avait 2 hypothèses pour expliquer ça. D'une part, c'est une réduction du ruissellement, le ruissellement étant ensuite un moteur de l'érosion, et d'autre part, c'est une augmentation de la cohésion des sols, notamment liée aux racines, ce qui ferait que même pour un ruissellement équivalent, il y aurait moins de matière qui peut se faire emporter. Donc ça a été testé en utilisant un outil de modélisation qui s'appelle LandLab. Donc c'est un modèle physique distribué, mais qui n'est pas aussi précis qu'en termes d'hydraulique, on va dire, que les modèles type Télémac que je vous ai présentés précédemment. C'est des modèles plutôt qui sont utilisés en géomorphologie pour regarder sur du plus long terme l'évolution des paysages, et donc ont des lois pour le transport de l'eau et des sédiments qui sont un petit peu simplifiées. Et dans ce modèle, il y a en gros 2 composantes. Il y a une composante qui va décrire le transport des sédiments sur les versants via des processus un peu diffusifs, et une composante qui décrit l'entraînement des sédiments par l'eau dans les drains. Et quand on calibre ce modèle, soit sur le versant du Laval, soit sur le versant du Brusquet, on se rend compte que les paramètres qui sont vraiment très sensibles à la présence de végétation sont les paramètres de mouvement sur les versants des particules, qui sont donc liés à la cohésion du sol. Et donc le résultat de cette étude, ça a été de mettre en évidence que sur le bassin du Brusquet, l'effet de la végétation sur l'érosion, il s'est majoritairement fait via un effet de renforcement de la cohésion des sols. Ça confirme un petit peu ce qu'on voyait, c'est-à-dire que la réduction des écoulements, elle n'était pas si monstrueuse que la réduction de l'érosion ici. Donc il y avait autre chose que la réduction des écoulements. Il y a aussi vraiment un renforcement des sols. Et cet effet du renforcement des sols, il a été abordé par des études un petit peu plus de sciences du sol et d'écologie au milieu des années 2000. Là. Donc ce que je vous montre ici, c'est des études qui ont été faites sur un gradient de succession végétale où on a testé, alors je dis on, en fait je dis on tout le temps, mais c'est jamais moi, c'est vraiment pas très souvent moi. C'est mon identification à l'observatoire, mais en vrai c'est des tas d'autres personnes qui ont fait tout ça. Donc c'est en partant d'un endroit où il y a vraiment un tout petit peu de végétation herbacée qui s'est installée, et puis ensuite des buissons, ensuite un petit arbre qui s'installe avec à ses pieds un petit peu d'herbacées qui peuvent s'installer aussi, et finalement au stade le plus mature, c'est une forêt qui s'est mise en place. Donc pour chacun de ces sites, il y a des prélèvements qui sont faits, et on mesure un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs de la stabilité du sol, des indicateurs de la matière organique dans le sol, des indicateurs de la biodiversité, et des indicateurs des types de racines. Et donc les résultats qu'on ne voit pas super bien non plus, décidément, ça c'est les résultats d'une analyse en composantes principales sur toutes ces données. Alors si vous arrivez à voir les petits triangles, les petits ronds, les petits points, on voit que tout à gauche du graphique, il y a surtout les petits triangles, et puis quand on va vers la droite, il y a surtout les petits points. Donc déjà, cette analyse, elle montre que le long de ce gradient, il y a des choses qui se passent, ce gradient de succession végétale. Et ce que j'ai un petit peu souligné en jaune, c'est les variables qui sont les plus importantes avec l'évolution de ce gradient. Donc ce qui ressort beaucoup, c'est d'une part Soil Aggregate Stability, donc c'est une mesure de la stabilité des agrégats du sol, qui est un proxy pas parfait, mais de la résistance de la structure du sol à l'eau et donc un petit peu à l'érosion. Et puis des choses liées à la structure des racines, alors mineral diameter, la diversité des diamètres des racines aussi. Et des choses liées à la biodiversité du sol. Alors, je ne connais pas les détails, mais il y a un Species Richness Index et un index de Simpson qui sont utilisés pour montrer qu'à mesure que ce sol se développe et s'enrichit en matière organique, SOC c'est la matière organique, et ben, il a aussi une stabilité qui augmente, et ça se fait à mesure que la végétation s'installe de façon pérenne. Et un petit complément à ça, qui a
qui a été testé de façon un petit peu plus expérimentale, c'était la résistance de différents systèmes racinaires et comment différents systèmes racinaires pouvaient renforcer la cohésion des sols. Donc il y a eu des expériences d'arrachement en fait sur plusieurs types d'espèces et plusieurs racines de plusieurs types d'espèces, et qui ont permis de montrer que la cohésion du sol elle était mieux renforcée avec un réseau de racines fines qu'avec une unique racine même profonde. Et le résultat de ça en fait c'est que, on va dire en début d'installation de la végétation sur ce genre de pente très érosive, c'est vraiment des herbacées avec des racines fines mais bien diffuses partout qui sont capables de stabiliser. Et puis, quand arrivent des premiers arbres, un jeune arbre tout seul, il ne serait pas capable de faire grand-chose, mais par contre, un jeune arbre sur un sol dont la surface est déjà un petit peu stabilisée, il peut aller ancrer cette surface de sol un petit peu stabilisée plus profond dans le bedrock et donc contribuer à maintenir l'ensemble du terrain. Dans l'autre sens, là, c'était un petit peu comment la végétation elle agit sur l'érosion. Il y a aussi des questions qui sont posées sur comment la végétation elle réagit à ces contraintes érosives quand même extrêmement fortes. Donc, il y a aussi des études qui ont regarder en fait quelles espèces étaient capables de survivre dans cet environnement assez contraignant pour les plantes, notamment de survivre à l'arrachement par des écoulements concentrés ou de survivre à l'enfouissement, parce que ça survient aussi sur ces terrains. Donc les traits qui permettent aux espèces de bien survivre à l'arrachement, c'est plutôt des choses liées aux racines, et donc notamment des choses liées à la topologie racinaire, avoir un réseau de racines bien diversifié, avec beaucoup de branchements par exemple, et les traits liés à la résistance à l'enfouissement. Ça, c'est un concept que je maîtrise moins bien, mais c'est la possibilité pour la plante de, en fait, allouer sa croissance, sa biomasse en différentes parties de la plante, soit dans le réseau racinaire, soit dans le foliaire, en fonction des contraintes de son environnement. Ça, c'est à petite échelle, du coup, qu'est-ce qui se passe pour une plante ou quelques petites plantes. Et puis, à plus grande échelle, si on regarde sur le bassin entier, si on compare ce qu'il y avait comme végétation sur le bassin en 82 et ce qu'il y avait en 2015, donc ça, c'est fait à partir d'images aériennes, et ben on voit, en 82, c'est la végétation qui est un petit peu en jaune sur la carte là. En 2015, les nouvelles portions végétalisées sont apparues en vert. Et donc il y a une augmentation de la surface végétalisée de 34 à 44% sur ce petit bassin versant du Laval. Donc malgré toute cette érosion, la végétation elle survit et même elle se porte assez bien pour coloniser des nouvelles surfaces. J'avais envie de mettre cette petite photo ici parce que hier dans le cabinet des curiosités, j'ai lu que quelqu'un avait mis que ces sédiments noirs reflétaient son idée un peu pessimiste de l'évolution de la zone critique pour le futur. Et ici, il y a quand même des petites plantes vertes, donc un petit peu de vie qui reprend même sur ces terrains très noirs. Donc voilà, on a une colonisation dont on peut quand même montrer qu'elle est concentrée sur les faibles pentes, un peu plus sur les hautes altitudes et à proximité des zones végétalisées. Donc elle est sensible à l'érosion dans la mesure où voilà, elle évite les pentes les plus raides, par exemple. Et puis si je reviens à ces questions un petit peu opérationnelles de « ok, cette érosion c'est bien, mais on aimerait bien la limiter », et à moindre coût si possible qu'avec des reboisements RTM de grande ampleur, il y a des collègues qui ont essayé de regarder si avec des ouvrages plus simples de génie végétal, ici c'est des petits barrages en bouture de saule dans les ravines, si on arrive à piéger l'érosion. L'idée étant, dans un premier temps, on la piège, mais dans un second temps, les petites boutures de saule, si elles se portent bien, elles vont prospérer, elles vont s'étaler et elles vont coloniser les versants, et donc ça va bien marcher pour tout retenir. Cette expérience, elle a été faite sur 60 ouvrages, dans des petits bassins marneux. Et on a effectivement constaté sur quelques années que les boutures, elles reprenaient bien, qu'elles arrivaient à stocker des sédiments. Mais malheureusement, à ce stade, au bout de 3 ans, on n'est pas du tout capable de dire si c'est vraiment capable de retenir durablement l'érosion. Parce qu'on n'a pas encore une recolonisation qui se fait sur les versants. On a des petits écoulements qui commencent à trouver leur chemin sur le côté des ouvrages et donc l'érosion qui se refait sur les bords des ouvrages. Donc c'est pas gagné qu'on arrive vraiment à stopper l'érosion avec ça. Alors, maintenant que je vous ai pas mal parlé de petits bassins monolithologie, des petits bassins qui ont l'air relativement simples, c'est presque des petits bassins de laboratoire d'une certaine façon, en fait, on va se poser des questions sur ce qui se passe, qu'est-ce qui advient aux sédiments qui sortent de ces bassins. Est-ce qu'ils arrivent vraiment jusqu'aux retenues pour lesquelles les gestionnaires sont inquiets? Comment ils voyagent? Quel est leur temps de transit à l'aval? Et donc pour ça, en fait, on va regarder une un petit peu plus grande échelle d'études. Donc quand on passe à la méso-échelle, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer qu'il y a beaucoup plus de paramètres qui varient. Et ça nous permet de regarder donc, quel est le devenir de ces sédiments, comment fonctionne un bassin plus grand et donc plus diversifié,
Et puis, ça nous permet aussi d'approcher des flux et des quantifications qui sont un petit peu plus proches des enjeux. Donc justement, les gestionnaires de retenue, en fait, ça ne les intéresse pas forcément de savoir qu'un tout petit bassin produit autant si par ailleurs tout ce flux il est stocké entre-temps et ils ne le voient pas arriver. Donc en 2008, le bassin du Galabre a été instrumenté. C'est un bassin qui fait 20 km². Et comme on le voit ici sur la carte, c'est un bassin qui se caractérise notamment par une grande diversité de sources pour l'érosion. Donc des sources qui sont de lithologies différentes. Vous avez des marnes, vous avez des calcaires, des molasses, des gypses. Et puis des sources qui peuvent être bien connectées au réseau hydrographique. Donc ici par exemple, et des sources qui sont, semble-t-il, beaucoup moins connectées comme celle-ci. Donc c'est pas complètement évident de deviner la façon dont ces sources elles vont transférer leurs sédiments jusqu'à l'exutoire. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quand on est à un exutoire donné et qu'on prélève des sédiments, d'où viennent les sédiments? Et cette question, elle a d'abord été abordée à l'échelle du bassin de la Bléone dans son ensemble, dans le cadre d'un projet ANR Stream, dans les années 2010. Donc ici, zut, c'est pas le... Est-ce que là ça marche? Ici, vous avez, on voit pas très bien, mais une carte lithologique, géologique du bassin de la Bléone. Donc toutes les sources diverses ont été identifiées sur ce bassin. Et puis on a prélevé, échantillonné ces sources et fait un grand nombre de mesures donc pour faire du traçage géochimique, de mesures d'éléments chimiques et de radionucléides sur ces sources. Ensuite, on se place à l'exutoire de tous les sous-bassins versants qui nous intéressent. Donc chacun de ces petits camemberts, c'est un sous-bassin versant. Vous avez donc le Galabre ici, par exemple. Ici, le Bouillinck qui draine les petits bassins de Drex qui sont par ici. Et on fait des prélèvements de l'est de crue à l'exutoire de ces bassins. Et puis dans ces mesures de sédiments de l'est de crue, on essaye de retrouver les mêmes signatures que ce qu'on a vu sur les sources. Et à partir de modèles de mélange, on peut conclure en fait quelle quantité de chacune des sources est arrivée dans ces lestes de crue. Donc ces premières mesures, elles ont montré, déjà il y avait une certaine diversité dans les bassins versants étudiés. Il y en avait qui produisaient toujours la même chose et d'autres qui produisaient des choses assez différentes en fonction des crues. Et en regardant plus spécifiquement à l'intérieur d'une crue, donc là c'est une crue au bassin du Galabre, vous avez ici à plusieurs instants au cours de la crue la répartition des matériaux des différentes sources. Donc les marnes noires en noir, là c'est un bon code couleur, et je dis ça parce qu'après ça va être plus bizarre. Et des calcaires en bleu, et puis on voit que sur la fin de la crue, en fait c'est plus les marnes noires, c'est des dépôts quaternaires qui deviennent la matière dominante. Donc là, ça a vraiment posé des questions en fait sur ce qui pouvait expliquer les variabilités temporelles des contributions des sources. Et pour en savoir plus, on avait besoin d'avoir beaucoup plus d'échantillonnage, de beaucoup plus de crues. Et le trachage géochimique, il s'avérait à la fois coûteux en analyse, et puis aussi il nécessitait des assez grandes quantités de sédiments, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas forcément utiliser les sédiments prélevés dans la rivière, mais on prenait souvent des laisses de crue. Et on est un petit peu moins précis sur les laisses de crue pour savoir si c'est exactement représentatif de ce qui a circulé pendant l'écoulement. Donc, ça a amené l'équipe de l'IGE. Donc là, vous avez Cédric, que vous avez parlé, l'autre responsable de l'observatoire, a développé une autre méthode de traçage à base de couleurs. Donc si vous voyez un petit peu sur ces images, on a des marnes noires très noires. Ça, c'est des marnes noires du bassin du Galabre. Et ici, on a des molasses qui sont beaucoup plus jaunes. Et dans les mains de Cédric, si vous voyez un petit peu, il y a du jaune, du gris, du blanc, du noir. C'est toutes les différentes sources du Galabre. Quand on voit cette diversité de couleurs, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour voir si, dans ce qui arrive à l'exutoire, on retrouve ces couleurs ou pas. Donc l'approche de traçage, elle repose sur cette diversité de couleurs. Donc en fait, on fait des mesures de spectrométrie de réflectance diffuse. Je ne saurais pas expliquer comment ça marche dans le détail, mais à partir d'indicateurs de ces mesures, on cherche qu'est-ce qui est bien discriminant des différentes sources. Et ici, vous voyez par exemple deux indicateurs pour lesquels chacune des sources, les marnes noires, les molasses, les calcaires, elle se met bien dans son petit paquet. Donc on va bien pouvoir, à partir de ces mesures, identifier les sédiments qui proviennent de chacune de ces sources. Et donc, à partir de ça, dans nos sédiments prélevés à l'exutoire, on fait cette mesure et on extrait les composantes en source. Et vous voyez par exemple ici, pour 4 années de mesure, entre 2007 et 2011, la contribution de chacune de ces sources, de molasses, de marnes et de calcaire sur le Galabre, aux sédiments exportés pendant les crues. Donc, il y a une grande variabilité, il y a des crues qui sont très différentes les unes des autres. Et 2, ce qui était assez surprenant, c'est que finalement, la plus grande contribution, elle provient des molasses et pas des marnes noires.
Et ce n'était pas forcément ce que montrait initialement le premier traçage géochimique, et ce n'est pas forcément non plus ce à quoi on s'attendait, vu tout l'historique d'érodabilité des marnes noires qu'on connaissait dans la région. Donc si on regarde plus en détail, à l'échelle d'une crue, donc ça c'est dans le cadre du travail de thèse de Magdalena Huber, on peut faire ce traçage avec plein d'échantillons au cours d'une crue, et on voit ici une crue pour laquelle, en début de crue, on a surtout des... Alors le vert, c'est quoi déjà? C'est les molasses. C'est ici que je disais que le code couleur il est plus difficile à suivre. Et le rouge, ce sont les marnes noires. Les marnes noires, elles arrivent après. Même d'ailleurs, elles arrivent un peu après, puis c'est plutôt les molasses, puis c'est de nouveau les marnes noires. Donc qu'est-ce qui explique cette variabilité? Il y a deux hypothèses qui sont un peu sur la table. Une, c'est déjà la géométrie du bassin. Si des sources sont proches ou lointaines du réseau, peut-être qu'elles vont simplement mettre plus de temps à arriver à l'exutoire. Et donc ça a été testé grâce à de la modélisation numérique avec l'outil Iber qui est ici. On a regardé, en fait, en modélisant et en suivant les particules qui provenaient de différentes sources, comment, en fonction de leur position, de la position des sources dans le bassin, ça affectait leur temps d'arrivée. Et donc là, on a le temps d'arrivée des sources, des particules des différentes sources, en fonction de la distance de cette source au réseau hydrographique. Donc il y a clairement quelque chose qui est croissant pour deux bassins différents. Donc ça montre que ce facteur on appelle ça connectivité structurelle, c'est déjà un facteur qui peut expliquer les différences de la variabilité temporelle en fait, des sources à l'exutoire. Et puis deuxième hypothèse qui a été testée, c'est le fait que la pluie, sur un bassin de cette taille-là, elle n'est pas forcément uniforme. L'hypothèse la plus uniforme, elle convient à peu près sur les bassins de Drex qui font moins d'1 km². Et sur un bassin comme ça, on a fréquemment des événements de pluie qui tapent sur une seule partie du bassin, ou bien qui commencent par arriver d'un coin du bassin et ensuite qui se déplacent au fur et à mesure de l'épisode. Donc, l'autre hypothèse qui a été testée par la modélisation, c'est ici, on a une pluie qui survient par le sud-ouest, avec les petits pixels radars représentés là, et à quel point ça peut impacter le signal d'arrivée à l'exutoire des sédiments. Donc, on a les petits pointillés sur ce graphique, le pic de Marne et le pic de Molas pour une pluie uniforme, ils sont à peu près simultanés. Et par contre, les traits pleins, pic de Marne qui arrive bien avant le pic de Molas. Et ça, c'est dans le cas d'une simulation avec une pluie distribuée, un orage qui survient par le sud-ouest. Et il se trouve justement que le sud-ouest, c'est là où il y a les plus fortes sources de marne. Donc il y a effectivement un apport de marne privilégié en début d'épisode, parce que c'est simplement là que la pluie a commencé à tomber. Je crois que je vais commencer par ici, en fait. Donc, deuxième question qui se pose quand on veut modéliser les flux de sédiments sur un grand bassin comme ça, c'est ces petits sédiments qui sont... Donc on parle plutôt de matière en suspension ici. Donc ces sédiments fins, est-ce qu'ils continuent à voyager avec l'écoulement d'eau indéfiniment, ou est-ce que parfois ils se déposent? Et dans les modèles numériques où on décrit la suspension, on a besoin d'un paramètre important qui est la vitesse de chute des sédiments, parce que c'est ça qui va décrire à quel point ces sédiments vont pouvoir se redéposer quand l'énergie du cours d'eau, par exemple, décroît un petit peu. Et il y a deux difficultés pour mesurer cette vitesse de chute. Donc la loi habituellement utilisée, c'est ce qu'on appelle la loi de Stokes, et elle nous dit que cette vitesse de chute, elle dépend de la taille. Donc on voudrait bien mesurer les tailles des particules. La première difficulté, c'est que les prélèvements qu'on fait dans des rivières avec des concentrations assez importantes, on ne peut pas les traiter directement au laboratoire avec des instruments qui mesurent d'habitude les tailles des particules, qui sont les granulomètres laser. On est obligé de les diluer. Et quand on dilue, on sait qu'on va peut-être déjà avoir des difficultés à reprendre exactement la même chose. On sait qu'on va peut-être modifier aussi l'état d'agrégation des particules. Et donc la deuxième chose, c'est justement, quand on fait la mesure de taille de particules, on la fait au labo et on n'est pas non plus certain qu'on reproduise exactement un état d'agrégation de particules qui est similaire à celui qu'il y a in situ. En fait, dans la plupart des cas, les particules, elles ne sont pas forcément toutes seules dans l'écoulement, mais elles sont agrégées en petits paquets. Donc pour résoudre ce problème, en fait, il y a eu un développement qui a été fait dans les 10 dernières années d'un instrument qui s'appelle le SCAF, le système de caractérisation des agrégats et des flocs. Je vous montre ici à gauche, c'est une petite colonne. Sur la colonne, il y a une colonne de LED qui émet de la lumière à toutes les profondeurs, et puis en face des petits récepteurs qui reçoivent cette lumière, plus ou moins absorbée en fonction de la transparence ou pas de la transparence de la suspension sur leur chemin. Et donc cet instrument, donc ça nous donne des images comme ça au cours du temps. On voit que l'absorbance étant en rouge, étant en couleur, au début d'un prélèvement, on a quelque chose qui est bien turbide partout dans la colonne, donc on a une absorbance importante partout. Et à mesure que les sédiments sédimentent, oui, les sédiments ça sédimente d'ailleurs, à mesure que les sédiments tombent au fond, et bien à partir de la surface, ça commence à s'éclaircir et on a une absorbance beaucoup plus faible. Donc cet instrument, il a été d'abord développé en laboratoire, et puis ensuite le but c'était de le mettre dans des flacons comme celui-ci, qui sont des flacons de préleveurs, qu'on voit là.
Et l'intérêt, c'est que dès qu'on fait le prélèvement dans la rivière, eh ben, on peut immédiatement faire la mesure, cette mesure qui se trouve ici, qui nous donne des informations sur la façon dont ces sédiments vont se déposer progressivement dans le flacon. Et comment est-ce qu'on analyse ces cartes d'absorbance en fait, on trace des lignes d'isoabsorbance qui sont ici, par exemple, qui nous disent les lignes en fonction du temps où se trouve le front avec cette absorbance, plus ou moins, qui va aller vers le fond. Et la pente de ces lignes, elle nous indique la vitesse de chute des particules à cet endroit-là. Donc les pentes proches de la surface nous indiquent la vitesse de chute des particules proches de la surface. Les pentes proches du fond, c'est la vitesse de chute quand on arrive en profondeur. Et pour des particules cohésives, on a quelque chose qui est à peu près régulier, on a à peu près des droites. Par contre, pour des particules non cohésives, on a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, et on voit que les vitesses de surface, donc les pentes ici, elles sont plus faibles que les vitesses de profondeur. Et ça, c'est clairement un indicateur d'agrégation, de flocculation des particules, à mesure qu'elles sédimentent. Donc ça, c'est une information qui est très intéressante parce que ça nous permet d'avoir des idées de vitesse de chute de particules qui sont plus réalistes de ce qui se passe in situ que si on prend simplement une taille de granulométrie mesurée au labo et qu'on calcule une vitesse de chute de façon un peu théorique. Alors, à la grande échelle, la deuxième question qui se pose, c'est les particules qui sont produites dans des bassins versants de montagne un petit peu raides comme celui qu'on voit ici, là, le Galabramon. Ici, on a des gorges. Bon, on suppose qu'elles ne vont pas trop se déposer dans cette partie-là, mais quand on arrive un petit peu plus bas, un petit peu plus vers l'aval, dans ce qu'on appelle un lit alluvial, donc un lit où la rivière coule dans ses sédiments, des graviers, des bancs, etc., est-ce qu'il n'y a pas des chances qu'elles soient un petit peu piégées là-dedans et que du coup, elles y passent un petit peu plus longtemps, voire elles n'arrivent plus jusqu'à l'exutoire Donc ça conduit à instrumenter un bassin versant encore plus grand. Alors on reste dans des ordres de grandeur de la mésoéchelle, mais le bassin du Galabre aval, qui fait 34 km² en 2018. Donc vous voyez ici le Galabre amont, et puis donc avec son exutoire qui est ici, et donc un petit peu plus bas ici. Et toute cette zone ici, il y a une rupture de pente à peu près par là entre ce bassin de montagne plus raide et un tronçon alluvial avec des pentes plus faibles et des dépôts sédimentaires un petit peu partout. Dans ces lits alluviaux, on observe des dépôts de sédiments fins, à la fois des dépôts de surface. Donc là, vous voyez des sédiments fins assez noirs, sans doute avec une certaine proportion de marne, sur des bancs de galets, et à la fois des dépôts de subsurface. Donc dans les bancs de galets, il y a pas mal de mesures qui ont été faites sur la quantité de sédiments fins piégés dans les bancs de galets. Et il y a des cours d'eau, par exemple le Besse, donc qui est un des affluents de la Bléone, pour lequel les quantités de sédiments fins piégés dans les bancs de galets peuvent représenter des stocks comparables au flux annuel de sédiments fins. Donc là, ça questionne vraiment sur la question des sources, parce que quand on considère que les sources sont les versants, il ne faut pas oublier que le lit peut aussi être une source de sédiments importante. Et des travaux un petit peu récents qui ont été faits sur plusieurs rivières des Alpes du Nord et du Sud d'ailleurs, ils ont montré que quand la mobilité du lit augmente, donc le flux de charriage ici, c'est-à-dire la mobilité des galets, augmente, eh bien, il y a un moment où, au-delà d'un certain seuil, les matières en suspension, la concentration de matières en suspension, elle augmente aussi brusquement. Et ça, c'est le signe que dès qu'on commence à bien mobiliser les bancs de galets, d'un seul coup, on libère plein de matières en suspension qui étaient jusque-là piégées dans le lit. Donc il y a un petit peu les deux sources auxquelles on s'intéresse, les sources de sédiments fins dans le lit et les sources de sédiments fins sur le lit. Et là, il y a des travaux qui ont été faits, dans un premier temps, pour caractériser les sources de sédiments fins sur le lit. Et ces sédiments fins se posent la question de, en fait, comment est-ce qu'ils sont mobilisés, quelle est leur érodabilité. Donc ces travaux, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est d'abord, ils ont identifié qu'il y avait une certaine variabilité spatiale de ces dépôts. Il y a des dépôts dans l'eau, des dépôts surfaciques, des dépôts un petit peu marginaux. Et donc il y a pas mal de travail qui a été fait pour caractériser leur érodabilité, c'est-à-dire quelle est la contrainte critique à partir de laquelle ils peuvent être mis en suspension. Et puis, la question qu'il y avait derrière tout ça, c'est si on fait un modèle numérique des exports de sédiments pour ces bassins, à quel point c'est important de prendre en compte ces dépôts surfaciques et à quel point c'est important de connaître aussi leur variabilité. Donc voilà, on ne voit pas non plus super bien, mais dans la modélisation, on a pu mettre en évidence que ces dépôts surfaciques, ils étaient importants, et puis bien connaître leur variabilité, ça avait aussi un impact sur les flux qu'on prédisait. Donc j'en arrive à ma dernière partie, qui va être plus courte parce que c'est quelque chose de récent et qu'on connaît moins bien. Mais malgré tout, si je reviens à cette petite image du début, je vous ai dit qu'il y avait de l'altération physique et de l'érosion, et on en a beaucoup parlé. Il y a aussi de l'altération chimique sur ces marnes,
et qui va produire différents éléments, dont certains dissous. Comment est-ce qu'on peut quantifier cette altération chimique? En fait, la première façon de faire, c'est de mesurer les flux dissous, les concentrations en ions majeurs qu'on obtient dans le cours d'eau. Et là, il y a des mesures qui commencent à être faites un petit peu sur l'observatoire depuis quelques années, et puis qu'il y a eu dans le passé aussi qu'on peut utiliser. Je vais continuer. Je vais passer ça à Jérôme par rapport à ta remarque de l'autre jour. Et puis, la deuxième chose, quand cette altération elle se produit, eh bien, elle ne fait pas que libérer des éléments dans l'eau, mais elle peut aussi produire du dioxyde de carbone. Et en fait, on a vu que cette altération, elle n'est pas négligeable sur les bassins de Drex. Et ça a conduit donc l'équipe de Bob Hilton à Durham, dans le cadre d'un projet ERC, à venir étudier plus particulièrement comment l'altération des marnes, elle produisait du dioxyde de carbone. Donc via deux processus, en fait, l'oxydation de la matière organique qui est dans la roche, qui est de la matière organique ancienne, hein, qui s'est piégée, qui date de la formation de la roche sédimentaire, et puis l'altération des carbonates. Là, je sors complètement de ma zone de confort, hein, donc peut-être qu'il y a des géochimistes qui me corrigeront après, mais j'ai quand même été chercher les deux équations qui décrivent ces deux processus. Donc vous voyez la première ici qui décrit l'oxydation de la matière organique qui produit du CO2. La seconde ici, c'est la dissolution des carbonates qui produit aussi du CO2. Et donc cette équipe a voulu quantifier les flux de CO2 qui étaient produits par ces deux processus. Donc la première chose, c'était développer une façon de mesurer ces flux qui n'existait pas forcément auparavant. Et donc, ce qu'ils ont proposé, c'est de creuser des trous, c'est des cylindres creusés dans la roche. Et cylindres qui est ensuite scellé. Et ensuite, on mesure, quand on mesure l'augmentation de la pression de CO2 dans ces cylindres. Donc, on part d'un état où la pression de CO2, elle correspond à la pression atmosphérique. Et puis, à mesure que la roche va produire du CO2, la pression de CO2, de gaz de CO2, augmente dans le petit cylindre. Et donc ça, ils l'ont mesuré à différents endroits, et puis à beaucoup de moments dans le temps. Et ce qu'ils ont obtenu, dans un premier temps, c'est une estimation des flux, alors de l'ordre de 700 mg de carbone par mètre carré par jour. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup comme quantité. Moi, ça ne me parle pas beaucoup, mais dans mon souvenir, ce qu'ils nous disaient, c'était que ce n'était pas très différent des ordres de grandeur qu'on mesure pour les sols. Et puis, ils ont été capables de partitionner, en fait, quelle était la source de ce CO2. Il y avait un petit quart, c'était lié à l'oxydation de la matière organique pétrogénique, et un peu plus de 3/4, c'était plutôt la dissolution des carbonates. Et surtout, l'information super intéressante qui est ressortie de cette étude au bout de 2 ans, c'est qu'en fait, ces flux, ils sont dépendants de la température. Donc là, on ne voit pas non plus le signal de température qui doit être en gris derrière, mais vous voyez... Ah bah si, on le voit en fait, pardon, c'est le noir. Et donc, vous voyez que sur 2 ans, on a un cycle de température ici... bien marqué, et on a un cycle d'export de CO2 qui est aussi, lui, très marqué. Et ça indique vraiment qu'il y a une rétroaction, on peut s'attendre à une rétroaction du climat sur les exports de CO2 liés à l'altération de ces roches sédimentaires. Donc je vais conclure maintenant sur cet observatoire. Donc je vous ai montré qu'on avait près de 40 années de mesures hydrosédimentaires maintenant, et que ces 40 années, ça n'a pas été toujours la même chose. On a d'abord eu une évolution de questions qui étaient au départ plus opérationnelles vers des questions de recherche qui ont mobilisé au fur et à mesure des équipes scientifiques de disciplines plus variées aussi. Donc un élargissement disciplinaire et puis un élargissement d'échelle spatiale. On était parti sur des tout petits bassins et on a vu qu'on a pu étendre aussi les travaux, les questions et puis les réponses apportées à ces questions à des échelles plus grandes et plus complexes. Un deuxième point que je voulais un petit peu montrer, c'est que cet observatoire, il a permis, sans doute comme sur d'autres sites, le développement des développements instrumentaux et méthodologiques, par exemple le système de caractérisation des agrégats, ou bien la spectrocolorimétrie, qui ont été vraiment mis en place pour répondre à des questions spécifiques à ce site, mais qui sont maintenant utilisés sur d'autres observatoires. Et puis, on a utilisé aussi la modélisation à de nombreuses reprises, pas encore au stade prédictif, parce qu'on va le dire clairement, on n'est pas du tout encore en mesure de faire des prédictions des exports de sédiments parce qu'on n'a pas tout compris, mais c'est comme un outil plutôt pour tester des hypothèses sur des processus, et ça a déjà apporté des réponses intéressantes sur un certain nombre de questions. Et voilà, je conclue juste en vous mettant ici les liens vers les données disponibles, qui sont sur 2 sites différents. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions,